Voilà, bonjour et bienvenue à Big Data et AI Paris 2022. Je vais vous parler donc d'innovation en machine learning, donc des données connectées pour des prédictions plus efficaces. Alors, il s'agit de répondre aux souhaits des data scientists qui veulent une intelligence artificielle explicable, contextuelle et précise. Ils veulent des pipelines d'entraînement et d'exécution de modèles prédictifs qui soient industriels et fiables. Et la base de données de graphes Neo4j va permettre d'exploiter les relations entre les données et de lancer des flux de travail où les algorithmes de graphes calculent de nouvelles caractéristiques qui enrichissent les modèles prédictifs et les rendent plus fiables. Elles vont donner un sens nouveau aux données, quelles qu'elles soient. Alors, on va constater ça sur le jeu de données bien connu de publication scientifique, Cora. Voilà. Et donc, sur ce jeu de données Cora, on fera une démonstration où Neo4j et les graph embeddings permettent de gagner plusieurs points de précision pour prédire la catégorie d'un papier de recherche. Alors, je me présente rapidement. Donc, Nicolas Rouillard, je suis ingénieur avant-vente chez Neo4j en France. J'anime une petite chaîne aussi YouTube 10 minutes avec Neo4j en commun avec d'autres collègues pour vulgariser la technologie des bases graphes. Justement, ces technologies de base graphes sont identifiées par le Gartner pour être utilisées d'ici à 2025 dans 80% des innovations sur la donnée et l'analytique. Déjà 10% de plus en 2021 et dans 80% des innovations d'ici à 2025. Alors, le marché des bases de données, de graphes, eh bien, c'est celui qui a la croissance la plus rapide. On le voit sur le site dbengines.com qui recense les différentes technologies. Et cet intérêt, depuis 2013, il est vraiment croissant. La base de données Neo4j est leader de cette catégorie. Elle est positionnée comme leader par le Forrester Wave. Eh bien, on va voir pourquoi on est leader. D'abord, on a créé cette catégorie. On a fait une grosse levée de fonds en 2021. On est maintenant plus de 700, voire 800 à l'heure où je vous parle. 50% de croissance année après année depuis 10 ans. Et puis, des centaines de millions de téléchargements de notre logiciel et une communauté de développeurs très, très active. Alors, c'est la base de données la plus populaire, la base de données de graphes la plus populaire. Notre siège est à San Mateo, dans la Silicon Valley, et on a des bureaux à Boston, Londres, Paris, Malmö, également en Asie. Plus de 300 clients grandes entreprises, donc plus de 1 milliard de chiffre d'affaires annuel, et plus de 800 clients au total. Voilà. Alors, la technologie de graph, elle unifie les relations entre les données de façon plus intuitive, plus connectée. Ça permet de révéler un contexte plus profond quand on exploite les relations. Donc, vos données ont du sens quand on exploite leurs relations. On a coutume de dire en une phrase un peu choc, la valeur des données est dans les relations entre les personnes. Donc, les employés, les clients, les fournisseurs, les partenaires, les influenceurs, les réseaux sociaux, par exemple, l'analyse de réseaux sociaux. Analyse des relations transactionnelles. Transactions qui vont unifier les personnes et les marchandises. Voilà, donc tout ce qui est achat, paiement, réservation, e-commerce va être sublimé par le graphe. Et puis ensuite, tous les graphes de connaissances, finalement, tout votre domaine métier, tous vos actifs métiers de l'entreprise peuvent être reliés aux moyens de nos connaissances. La gestion des risques, la chaîne d'approvisionnement, etc. Donc, passer d'une approche data-driven à une approche intelligence-driven, et cette intelligence, elle est fournie par un contexte plus étoffé, plus important dans le graphe. Alors, nos clients, c'est plus de 75% des Fortune 100, donc des 100 plus grosses entreprises mondiales, sont clients de Neo4j. Et pourquoi finalement elles choisissent Neo4j, ces entreprises? Donc, pour les performances, le passage à l'échelle, la sécurité et la fiabilité, vraiment une solution d'entreprise. Alors, c'est l'agilité pour le développement et la data science avec des outils développeurs no-code, le langage Cypher et l'API GraphQL, la data science avec le plus
d'algorithmes de graphes est disponible et du machine learning supervisé. Et puis, des standards et de l'open source avec GQL et OpenCypher. Et puis, c'est un socle logiciel qui est testé en conditions réelles, avec une architecture graphe native, donc performante. C'est une solution fiable avec régulièrement des benchmarks de performance et des milliers de déploiements qui propulsent des marques mondiales. C'est une expertise approfondie avec la plus grande concentration d'experts graphes chez Neo4j, et puis une communauté de graphes qui utilise Neo4j avec plus de 250 000 développeurs et data scientists dans le monde, et des accords avec des intégrateurs. Donc notre écosystème, c'est un écosystème également de partenaires avec les trois plus grosses plateformes cloud, des intégrateurs globaux comme Ernst & Young, Deloitte, Capgemini, Accenture, TCS, Infosys, des partenariats technologiques, on n'a pas tout mis ici, mais effectivement Databricks, Tableau, Confluent, pour ne nommer que, et puis des solutions complémentaires, notamment des solutions de visualisation comme Incurious ou d'ingestion de données, d'ETL et de constitution de graphes de connaissances avec la partie NLP pour GraphWeb, par exemple. La plateforme de graphes Neo4j, elle comprend à la fois des transactions et de l'analytique, donc une base de données transactionnelle full acide, et des algorithmes de graphes, des pipelines de machine learning. Donc, elle est adaptée pour ces trois types de personas que sont les développeurs qui vont développer des applications, les data scientists qui vont effectuer des prédictions, entraîner des modèles, et des analystes qui vont faire de la visualisation. Donc finalement, par-dessus la base de données graph Neo4j, on va avoir des API pour les développeurs ou des drivers. On va avoir également des outils de visualisation comme Bloom. Et puis, on va avoir des outils de graph data science comme le client Python pour la graph data science. Et puis enfin, les outils de BI traditionnels qui vont pouvoir se connecter à Neo4j également. Et des connecteurs vers les data warehouses ou les data lakes d'entreprise. Alors, les innovations de Neo4j et les fonctionnalités sont vraiment à la pointe du marché en termes de processus analytiques et transactionnels, donc avec l'architecture graph native, en termes de traitement mémoire des graphes. Et c'est vraiment la seule offre du marché qui permet d'offrir des traitements massivement parallèles pour trouver des résultats à plus de 60 algorithmes et des capacités d'apprentissage automatique dans le graphe. La sécurité est renforcée avec le SSO, des clouds privés virtuels dédiés, la gestion fine des rôles et des droits, et puis évidemment plusieurs accréditations de conformité, notamment SOC 2 type 1, type 2. Enfin, le passage à l'échelle et les performances avec Neo4j Fabric qui offre une taille de graphe illimitée. On a parlé beaucoup l'an dernier du trillion graph, un graphe avec 1 millier de milliards de nœuds de relations, voilà, avec des performances d'écriture linéaire et de lecture constante. Voilà pour l'overview de Neo4j, l'entreprise et la solution. On va se concentrer maintenant sur la graph data science avant de passer à la démonstration. Alors, Gartner, encore eux, indique que 50% des sollicitations au Gartner sur le domaine de l'intelligence artificielle impliquent des discussions sur l'utilisation de la technologie graph. Dans Dimensions Knowledge System, on peut rechercher finalement toutes les publications de recherche sur l'intelligence artificielle et celles qui concernent les graphes, et c'est en explosion complète. Alors, la graph data science va permettre d'exploiter les relations entre vos données avec 3 niveaux de maturité et 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est inhabituel et qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va pouvoir explorer les modèles et caractéristiques cachées de vos données avec la graph data science et le langage Cypher. Alors, petite question, finalement, les graphes comportent des connaissances implicites et qu'on va être amené à révéler. La question serait, lequel des nœuds colorés peut être considéré comme le plus important? Alors, important, mais qu'est-ce que ça veut dire important? Donc, trois réponses possibles ici. On pourrait dire que le nœud D, il a la valence la plus élevée, donc le degré le plus important, c'est l'individu le plus connecté du réseau. Donc, si vous définissez l'importance comme la façon dont vous êtes connu, eh bien, il faut choisir D.
Donc, D a le degré le plus important. G a la centralité de proximité la plus élevée. C'est-à-dire qu'à partir de G, on peut joindre tout point du réseau le plus vite possible, avec le moins de sauts possible. Donc, l'information va se disperser plus rapidement dans le réseau grâce à l'individu G. Et donc, si on veut faire passer un message rapidement, c'est G qu'il faut choisir. Enfin, l'importance, ça peut être défini comme la centralité critique. La personne I, c'est un agent efficace pour connecter d'autres personnes. I est sur le chemin critique entre deux sous-réseaux. Le risque d'interruption du réseau est plus élevé si on perd I. Voilà. Donc, l'importance comme notion plus générale de centralité. Alors, les domaines de la graph data science, on commence toujours par un graphe de connaissances, par trouver les structures qu'on recherche parmi les données connectées. Voilà. Et ça, on va utiliser du langage Cypher. Ensuite, pour parcourir le graphe. Ensuite, les algorithmes de graphe vont permettre d'identifier des associations, des anomalies, des tendances. Et on va utiliser pour ça, en général, de l'apprentissage automatique non supervisé, comme par exemple détecter des communautés automatiquement grâce à un graphe de connaissances. Et puis, troisième étape, l'apprentissage machine graph natif. Donc, on va apprendre des caractéristiques du graphe dont on ne connaît pas encore l'importance, notamment grâce à ce qu'on appelle les embeddings, qui sont des vecteurs en dimension réduite des nœuds du graphe. Et ces vecteurs, ils ont des propriétés très prédictives, ce qui capture la topologie du graphe. Donc, ils vont permettre de prédire les liens, les labels, les données manquantes avec des modèles de machine learning supervisés qui sont intégrés dans le graphe. Alors, la graph data science Neo4j, c'est simple, c'est vraiment accessible. C'est pour les data scientists avec donc, un client Python natif, 65 et plus algorithmes de graph, des pipelines de machine learning. C'est industriel, on peut directement passer en production avec. Il n'y a pas d'étape intermédiaire entre l'exploration et la production. Voilà, on est directement dans le passage à l'échelle et on peut charger des millions d'objets en mémoire. Enfin, dans l'écosystème, ça s'intègre avec votre pile de données et vos pipelines existants, notamment avec Vertex AI, avec SageMaker, avec Synapse, avec Dataiku DSS, etc. Pour utiliser la graph data science, on utilise un espace mémoire particulier qui s'appelle le catalogue de graphes. Donc, c'est un espace de travail analytique orienté graphe qui est mutable et qui est intégré avec la base de données de graphes native Neo4j. Donc, à partir du stockage graphe natif sur disque de la base de données, des nœuds et des relations et des propriétés, on va pouvoir projeter en mémoire ce qu'on veut. On va pouvoir contrôler ce qu'on veut projeter et ensuite, sur cette projection, on va pouvoir effectuer des transformations, expérimenter différents jeux de données, des modèles de données, faire des itérations, enchaîner les algorithmes. Voilà. Et tout ça, c'est compatible avec la production, c'est parallèle et c'est supporté au niveau entreprise. Donc, on peut conserver, versionner les modèles qu'on a entraînés pour prédire. Dans nos catégories, on peut en distinguer 6. Voilà, une grosse catégorie. Parcours et recherche, donc trouver des chemins. Centralité et importance, on a vu un exemple. Détection de communauté, comment les nœuds se regroupent. Voilà, par exemple, comment les clients se regroupent par habitude. Quelles sont mes communautés de clients en e-commerce. La prédiction topologique de liens, donc quelle est la probabilité que deux nœuds établissent une future relation. La similarité, donc évaluer la similitude de deux nœuds en fonction de leurs voisins ou de leurs propriétés. Et puis enfin, les node embeddings, donc calculer des représentations vectorielles de dimension réduite pour entraîner des modèles d'apprentissage automatique supervisé. Donc, si on distingue un peu, on va pas rentrer dans le détail, mais quelques exemples, hein, comme dans la centralité critique, betweenness, centralité de proximité, closeness, détection de communauté comme Louvain, label propagation, similarité avec la node similarity ou la similarité de Jacquard. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont disponibles de façon industrielle dans la bibliothèque Graph Data Science de Neo4j. Alors, comment on passe du chaos à la structure, justement, d'un graphe potentiellement complexe à une structure? Eh bien, vraiment, la Graph Data Science, elle va changer cette façon dont le machine learning est effectué, puisque les graph embeddings sont une synthèse de la connaissance explicite enrichie d'un graphe. Il y a une sorte de bijection, on pourrait dire, entre les nœuds d'un graphe
et les vecteurs qui les représentent. Et ces vecteurs capturent non seulement des propriétés du nœud, mais aussi leur voisinage, leur position dans le graphe. Ça, c'est très, très important. C'est ça qui permet notamment de détecter la fraude en situation réelle, avec des données réelles et en situation de crise. Donc, je vous recommande cet excellent blog post de Zach Blumenfeld, mon collègue, avec un jeu de données réel et qui montre un accroissement de 87% de risque de fraude détecté en plus. Puis un autre exemple en logistique et supply chain, c'est Orbit MI, qui est une entreprise de transport de conteneurs et qui permet de planifier des itinéraires maritimes en fonction des distances, des coûts et d'une logique métier. Et maintenant, la planification de routes maritimes avec Neo4j et les Graph Data Science est inférieure à la seconde. Ça permet de réduire de 60 000 tonnes les émissions mondiales de carbone et c'est 12 à 16 millions de retours d'investissement pour les clients d'Orbit MI. Alors, quelques nouveautés de la Graph Data Science Neo4j avant de passer à la démonstration avec le jeu de données Cora. Première nouveauté, les pipelines de machine learning. On en verra un en détail, donc je ne m'étends pas trop dedans. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des pipelines qui sont nativement graphes, qui permettent de faire de la classification de nœuds, de la régression de nœuds et de la prédiction de liens. On a des modèles entraînés et un catalogue de modèles, donc on peut sauvegarder, persister, publier ces modèles et appliquer instantanément le modèle prédictif sur les données nouvelles et existantes du graphe. Et puis, donc, on est guidé et il y a pas mal d'automatisation, d'auto-ML. Par exemple, les hyperparamètres sont customisés automatiquement. Il y a une évaluation, une sélection des modèles qui est automatique. On peut fractionner, rééquilibrer les données, donc data splitting, data balancing, et puis faire du feature engineering, donc enrichir les modèles avec des caractéristiques issues du graphe qu'on va calculer automatiquement dans le pipeline. Donc c'est très pratique. On a aussi l'intégration d'Apache Arrow, on n'en parlera pas dans la démo. J'en dis un mot rapidement. En fait, comme les algorithmes de graphe et les modèles fonctionnent sur un espace mémoire, on peut utiliser Arrow pour injecter directement des données dans un graphe en mémoire, sans passer par le stockage sur disque. Voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant et on va jusqu'à 30 millions d'objets secondes. Donc si Arrow est déjà utilisé dans votre écosystème, ça peut être particulièrement intéressant de faire des projections rapides de graphes. Le client Python Graph Data Science natif, on va l'utiliser directement pour exécuter des algorithmes, simplifier les traitements de données et utiliser des objets graphes et modèles pour effectuer des algorithmes et entraîner des modèles. Enfin, toute cette bibliothèque Graph Data Science est disponible dans le cloud, dans notre service Aura, qui permettait déjà d'héberger en full managé, complètement infogéré, des bases de données transactionnelles. On peut maintenant faire de la data science dans le cloud, donc avec l'augmentation ou la réduction des gabarits de machines virtuelles en un clic, la mise en pause des instances pour faire des économies. Donc, quand vous mettez en pause, vous ne payez que 20% du prix. Et c'est à partir de $1 de l'heure. Voilà, donc c'est une solution cloud d'entreprise, infogérée, avec mise à jour et page de sécurité transparent et inclus. Voilà. Et enfin, une nouveauté qui n'est pas des moindres, on peut explorer dans Bloom les algorithmes de graphes, même sans savoir être data scientist, sans connaître la bibliothèque Graph Data Science. Donc, on peut sélectionner un ensemble de nœuds et, par exemple, effectuer un algorithme Graph Data Science sur cette sélection de nœuds. Ça, c'est particulièrement intéressant. Je voudrais savoir, par exemple, quel est le nœud le plus critique dans une ligne de transport, les transports londoniens, par exemple, à l'écran. Voilà. Eh bien, je vous propose tout de suite de passer à la démonstration. Alors, pour cette démonstration, la première chose que l'on va faire, c'est créer une nouvelle instance sur Aura, donc Aura DS, Aura Data Science. Donc, je clique ici donc, sur Nouvelle instance. Je vais l'appeler Cora Graph.
Et puis, alors j'ai assez peu de nœuds et de relations. Je vais dire qu'au maximum, je vais en avoir 10 000 et 50 000. C'est vraiment un tout petit graphe. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Du machine learning, des embeddings. Voilà, c'est essentiellement ça que je vais faire. Donc, je vais calculer une estimation. Et puis, on va me donner l'entrée de gamme de Neo4j Aura DS, qui est 8 gigas de vCPU, 16 gigas de stockage et $1 de l'heure. Donc, je crée cette instance et je vais télécharger donc, le fichier d'environnement, voilà, que je vais stocker pas très loin de mon notebook. Je confirme et je vais avoir mon instance qui se met en place. Alors maintenant que notre instance Aura Data Science fonctionne, on va aller dans notre notebook et donc on a importé à la racine le fichier d'environnement qui nous donne les credentials, donc user password et l'URL de la base de données Neo4j avec la graph Data Science. Et on va présenter un petit peu ce qu'on va faire dans cette démonstration. Donc on va utiliser le jeu de données Cora, c'est en fait 2700 papiers de recherche qui sont classés en 7 classes, donc par exemple théorie, méthode probabilistique, etc. Et on a 5400 et des brouettes relations qui sont des citations entre papiers scientifiques. Et pour chacun de ces papiers, on a un vecteur de 1433 caractéristiques qui sont extraites du texte pour pouvoir les distinguer. Donc, on a une propriété feature et on a des relations entre les nœuds paper. Alors, on va charger en fait ces données dans notre instance Aura. Alors, tout d'abord, on va s'assurer qu'on a bien installé notre client Python Graph Data Science. Donc, ça se fait avec les commandes pip install habituelles. Et on va récupérer donc nos credentials qui sont dans le fichier d'environnement ici. Donc, on ne va pas l'afficher, on va juste afficher l'URL Bolt. Voilà, donc Neo4j+s avec le nom de la base de données. Et puis, évidemment, on ne va pas afficher user password, mais on va utiliser tout ça pour s'authentifier. Donc, on va aller importer donc, le client Graph Data Science et créer une connexion Python utilisant le driver Python natif. Et on va afficher la version de notre client. Voilà. Donc 2.1.9, toute dernière version. Alors maintenant, j'ai des requêtes Cypher qui vont me permettre de charger les papiers de recherche et avec également les relations de citation entre ces papiers de recherche. Donc, je vais créer des nœuds paper. Je vais avoir des sujets, je vais avoir des propriétés features dont on a parlé, et puis ces relations sites entre un papier source et un papier cible. Alors, je vais exécuter cette requête Cypher. Voilà, donc pour créer les nœuds. Et pour créer les relations. Donc, on va essayer d'aller tout de suite visualiser le graphe Cora dans Bloom, donc des papiers qui citent d'autres papiers. Donc, normalement, la requête devrait terminer de ce... Voilà, c'est fait. Donc, je vais aller tout de suite ici explorer avec Bloom ma base de données. Voilà. Il faudra que je le cache. Ah non, ça devrait aller. Voilà. Le password.
OK, donc je suis connecté à la base de données. Je vois que j'ai une perspective que je vais renommer. Voilà, je vais l'appeler Cora. Et dedans, j'ai reconnu que j'ai des papiers, donc je voudrais, par exemple, qu'ils soient en bleu et que l'icône, ce soit quelque chose qui ressemble à du papier. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Donc, je vais pouvoir interroger mon graphe et dire, trouve-moi un papier qui cite un autre papier. Alors, j'ai une limite par défaut à une centaine de papiers scientifiques. Donc, je vais normalement en afficher seulement 100 connectés entre eux. Voilà. Hop. Donc là, on voit que j'en ai 100. Même si maintenant j'augmente le nombre de nœuds que je peux afficher, je rappelle que j'en ai 2700, eh bien, je vais en voir un peu plus qui s'affiche à l'écran. Voilà, donc voilà ce graphe des papiers scientifiques reliés entre eux par des citations. Et si j'en prends un au hasard et que je clique dessus, hop, voilà, j'ai l'ensemble des caractéristiques. Donc, les papiers avec des 0 ou des 1 en fonction des mots qui sont cités dans les publications scientifiques et avec le sujet. Alors, revenons à notre notebook. On va maintenant regarder un petit peu ce qu'on a dans la base de données. Donc, on voit que nos sujets, donc il y en a 7 différents. Ça, c'est l'identifiant technique du papier scientifique. Et puis, on a cette matrice des features. Alors, on va convertir le sujet du papier en un numérique. Donc, on va de 1 à 7. Voilà. Donc, comme ça, on a une nouvelle propriété qui pourra nous servir pour prédire. Alors, qu'allons-nous faire ici? On va projeter en mémoire le graphe des papiers reliés entre eux par des relations de citation. Donc, j'exécute une commande gds.graph.project pour effectuer cette projection mémoire. Et je vais aller regarder effectivement des informations sur le nom de mon graphe, la mémoire, donc 30 mégas en mémoire, ça va, on n'est pas, ça ne sature pas. Et puis la densité du graphe, qui est un graphe assez peu dense. Donc ensuite, on peut aussi afficher d'autres propriétés. Donc voilà, quelles sont les propriétés qui sont sur les nœuds paper. Quel est le nombre total de nœuds, la taille du graphe, etc. Alors maintenant, on va calculer ce qu'on appelle un embedding. Donc, on va faire une réduction dimensionnelle sous forme de vecteur des nœuds paper dans le graphe. Donc, on va utiliser la méthode FastRP de la Graph Data Science et qui va nous créer un vecteur de dimension 128, c'est un peu arbitraire. Voilà. Alors, je vérifie que finalement, on a bien écrit 2700 fois, donc autant qu'il y a de nœuds cette propriété embedding, et en mémoire parce que j'ai utilisé le mode mutate. Je peux regarder ce qui s'est passé, quels sont les résultats. Voilà, j'ai écrit 2700 propriétés. Maintenant, je vais regarder à quoi ça correspond et si ces embeddings, ces vecteurs, montrent à quel point les nœuds sont proches les uns des autres en termes de topologie dans le graphe. Alors, je vérifie les propriétés que j'ai sur mes papiers. Donc, j'ai ma nouvelle propriété, donc embedding, calculée avec l'algorithme Fast Random Processing. Et je vais utiliser donc TSNE pour faire une réduction dimensionnelle donc en 2 dimensions pour pouvoir les représenter ce vecteur dans l'espace. Donc, ça va me donner finalement des choses, voilà,
je vais aller transformer ça grâce à TSNE. Et donc, je vais avoir mon data frame qui va être calculé. Et je vais installer une bibliothèque Python qui s'appelle Altair et qui va me permettre de représenter voilà, dans l'espace en 2 dimensions. On pourrait faire en 3 dimensions, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va juste essayer voilà, de représenter ces vecteurs donc, qui ont été réduits en 2 dimensions au lieu de 128. Et puis, on va aller créer donc un chart, un diagramme, qui montre finalement que là, on a les sujets de 1 à 7, donc les sujets des papiers scientifiques, et leur projection vectorielle en 2 dimensions. On voit qu'il y a quand même des regroupements de ces tâches de différentes teintes, de différentes couleurs, donc qui correspondent aux différents sujets. Donc de façon intuitive, on pourrait dire que quand les vecteurs sont assez proches, les sujets des papiers sont assez proches. Voilà. Donc on va regarder à nouveau ces embeddings. On pourrait les montrer dans Bloom d'ailleurs, hein, parce que dans Bloom, on va pouvoir recharger notre graphe. Voilà. Et puis se rendre compte que lorsqu'on sélectionne un papier scientifique, donc on va enlever cette scène, on va remettre une centaine de nœuds, j'affiche mon papier scientifique. Hop. Voilà. Et donc j'en affiche une centaine. Alors, je vais en prendre un au hasard. Hop. On va demander d'afficher peut-être l'ID du papier et le sujet. Et on voit qu'on a notre propriété supplémentaire. Ah oui, donc la propriété embedding, elle est uniquement en mémoire et elle n'est pas stockée pour l'instant dans le graphe. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, on travaille uniquement en mémoire. Alors, on va créer un pipeline de machine learning. Et dans un premier temps, on va utiliser les features, donc cette matrice de mots ou de résumé de mots qui caractérise un papier scientifique. Donc, je crée ce pipeline et puis je vais regarder quelle est la config par défaut, ainsi que la config d'auto-tuning avec le nombre maximum d'essais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer le data splitting, donc le fractionnement des données entre l'entraînement et les tests. Et donc, je vais mettre les tests à 20%. Voilà. Je vais sélectionner uniquement la propriété features, donc cette suite de 0 et de 1. Et je vais rajouter donc, des modèles dans mon pipeline de régression logistique et de random forest qui sont disponibles. Je peux afficher donc, cet espace de paramètres avec les random forest, la régression logistique, et je vais entraîner mon modèle de machine learning en essayant de prédire la propriété subject class, donc qui vaut de 1 à 7. Il faut que je prédise ceci, et donc je vais le faire dans un modèle que je suis en train d'entraîner, c'est à 40%, ça s'appelle Cora Features Model, et ensuite je vais pouvoir montrer les métriques de ce modèle et prédire des choses. Alors là, pour l'instant, on n'utilise pas les embeddings, on utilise uniquement la propriété features. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce modèle? Quelle a été la précision? Bon, c'est pas énorme. Donc, on va quand même passer à la phase de prédiction. Et puis surtout, on va regarder quels sont les résultats de la prédiction. Donc, on a essayé
d'écrire deux nouvelles propriétés, donc Features Predicted Class et Features Predicted Probability. C'est-à-dire que j'ai écrit une classe que j'ai essayé de prédire avec mon modèle. Et donc, je vais comparer cette propriété avec la propriété subject class et regarder le résultat. Donc, finalement, pour regarder la véracité du modèle de prédiction, je vais regarder les papiers et comparer, donc avoir le ratio du nombre de papiers pour lesquels la classe prédite est égale à la classe réelle. Donc, je vais afficher ce ratio. Et finalement, avec mon modèle, ben, j'ai 82,5%, ce qui est pas mal avec cette grosse matrice qui caractérise chaque papier. Maintenant, ce que je vais faire un nouveau pipeline, mais cette fois, je vais rajouter les embeddings. Donc, créons ce nouveau pipeline. On va utiliser toujours ce graphe en mémoire des papiers et des relations de citation des papiers entre eux. Donc, je passe un petit peu tout ce qui est affichage des configurations. Je fais le même fractionnement de données en 20% test, 80% entraînement. Je sélectionne cette fois à la fois la propriété features, mais aussi la propriété embedding. Et puis, je vais rajouter de même les modèles de régression logistique et de random forest. Et je vais entraîner tout ça en me disant bien, quel est le meilleur. D'accord. Donc, j'ai des métriques voilà, F1 weighted, accuracy, qui vont sortir et qui vont être meilleurs que le modèle qui utilise simplement la propriété features. Alors, on va laisser se terminer. Voilà, je regarde les métriques. Donc, métriques bien meilleures avec les embeddings. Je passe à la phase de prédiction. Et puis, je vais vérifier la véracité du modèle en comparant donc, cette nouvelle propriété Feature Embedding Predict Class et Subject Class. Je suis maintenant à 89%. Donc, je vais pouvoir finalement le montrer dans Bloom. Donc, je vais mettre à jour, je vais dire, ben, est-ce que la propriété, lorsque la prédiction est juste, je vais mettre un booléen pour les deux algorithmes, pour les deux modèles, pardon. Donc, je vais mettre un booléen True Features Prediction ou True Features Embedding Prediction selon le modèle utilisé. Et à ce moment-là, je vais demander, je vais faire un affichage dans Bloom qui me permet de montrer le pourcentage de prédiction. Alors, ce que je vais faire, je vais recharger mon graphe parce que j'ai des nouvelles propriétés qui ont été chargées, d'accord. Je vais afficher une centaine de papiers. Okay. Et puis, je vais aller voir ici au niveau de... Voilà, donc il y a 100, voilà, la centaine de papiers. Je vais afficher... Voilà. Donc, si jamais donc, la Features Embedding, voilà, si ma prédiction via les embeddings est juste, à ce moment-là, je vais appliquer la couleur bleu foncé. D'accord. Et donc, exactement, voilà. Donc, lorsque je vais... alors, je vais vérifier ça. Based. Il se trouve. Voilà. Exactement. Donc, lorsque cette condition est vraie, eh bien, on est en bleu foncé. Alors, si je m'amuse à compter sur les 100 nœuds paper, d'ailleurs, je vais me mettre en hiérarchie, comme ça, on y verra plus clair. Donc, combien je compte de nœuds bleu foncé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, à peu de choses près, on est sur du 87%, donc, qui correspond à nos 89.
qu'on a calculé dans notre notebook. Voilà. Voilà pour la démonstration donc, qui montre qu'on gagne 7% de précision rien qu'en rajoutant comme composante d'entraînement de modèle un embedding, un node embedding. Voilà, alors en guise de conclusion, on va récapituler les points les plus importants. Premièrement, la graph data science, elle est simple d'utilisation, multi-environnement et notamment dans le cloud. C'est très très facile de l'utiliser. Deuxièmement, la graph data science, elle est faite par des data scientists pour les data scientists, avec plus de 65 algorithmes disponibles et des pipelines de machine learning orientés graph, avec également le langage Python qui permet d'accéder à cette bibliothèque. Troisièmement, la graph data science est industrielle, elle est construite pour la production, avec des algorithmes robustes testés à l'échelle sur des dizaines de millions de nœuds et de relations, ainsi que les pipelines de machine learning qui sont éprouvés et qui sont exécutés en parallèle. On a également une grosse sécurité autour de la base de données Neo4j et de cette bibliothèque, avec le role-based access control, la gestion fine des utilisateurs et des droits. Enfin, un assemblage parfait dans votre écosystème. La graph data science et Neo4j s'intègrent avec toutes les plateformes de data science et notamment celle du cloud, SageMaker, Vertex AI et puis Dataiku DSS. Tout ça est notamment grâce à ce qu'on appelle les graph embeddings, donc ces vecteurs de réduction dimensionnelle, permettent de faire des meilleures prédictions. Merci.